Pour ouvrir le sujet de la question de l'inclusion socio-économique, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Itier, haut commissaire à l'économie sociale et solidaire, qui va nous présenter l'action et les actions soutenues par le gouvernement en matière précisément d'inclusion socio-économique des publics fragiles et éloignés. Merci, bonjour à tous et à tous. Alors, je suis ravi d'intervenir dans cette scène de actuellement, pour parler en d'innovation France, sociale. il y a Ravi d'être énormément de ici choses qui au éclatent. cœur de ce vaste champ où les innovations sociales, parsemées d'innovations sociales, puisque c'est au cœur de ma délégation, puisque je suis haut commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale, ce qui, vous en conviendrez, un peu redondant, puisque l'économie sociale et solidaire est celle de l'innovation sociale. Alors, je suis venu vous dire surtout que ce gouvernement vient de lancer une initiative nationale qui s'appelle le French Impact, qui vise justement à soutenir les projets d'innovation sociale, vos initiatives, les initiatives que nous avons vues ici. D'ailleurs, on en parlera, je pense, juste après moi. En quoi consiste cette initiative? D'abord, pourquoi l'anglicisme? Cet anglicisme fait référence évidemment à la French Tech. Il y a 10 ans, les entreprises de la tech étaient disséminées, pas forcément lisibles ni au national ni au national. Et depuis que cette bannière de la French Tech a été lancée, cette visibilité est plus forte dans notre pays, plus forte aussi au niveau national. Et par ailleurs, nous avons, et le ministre l'a indiqué à l'instant, nous avons le souhait de dire que l'ESS, l'économie d'innovation, n'est pas une économie à part, mais bien fait partie intégrante de notre modèle de développement économique et social. Et donc, aux côtés de la French Tech, aux côtés de la French Fab, aux côtés de la French Mobility, nous avons désormais la French Impact, qui est cette bannière qui rassemble l'ensemble des acteurs que vous êtes de l'innovation sociale. Alors, ça ne suffit pas de juste se fédérer, il faut aussi créer un écosystème plus favorable à la promotion et au développement des innovations. Beaucoup de ceux que nous avons rencontrés autour de ce périple rapide au sein des différents stands nous relèvent leurs difficultés à certaines étapes de leur développement. Et donc, nous avons essayé, avec des acteurs de la société civile, avec des acteurs des associations, des entreprises de l'ESS, et plus de 250 participants qui ont designé ce que nous avons appelé un accélérateur d'innovation sociale, qui est le cœur de réacteur du French Impact. En quoi ça consiste? Ça consiste pour la première fois, à faire en sorte que l'ensemble des politiques d'un gouvernement en matière d'innovation sociale soient fédérées, soient concentrées sur un seul dispositif. Pour ceux qui étaient là mardi dernier à Paris, au Théâtre de la Renaissance, nous avons récompensé, révélé un certain nombre de projets pour lesquels nous allons changer d'échelle. Parmi tous ces projets, et on en constatera, on en révélera un tout à l'heure ou à l'instant, parmi tous ces projets sont et seront parrainés par un ministre. Alors, ce n'est pas uniquement se mettre sur la photo, c'est surtout engager les ministères, engager les administrations pour soutenir l'innovation sociale. Donc, c'est un changement de paradigme complet. Ce n'est plus l'État ou les politiques publiques qui décident ce qu'il est bon de faire, c'est l'État et les politiques publiques qui essaient de créer un écosystème favorable à ceux qui savent ce qu'il faut faire. Parce que le French Impact part d'un constat assez simple, qui est de dire que nous déployons énormément d'énergie, énormément d'intelligence, énormément de moyens pour résoudre un certain nombre de nos problèmes. Et pourtant, dans ce pays, nous avons, malgré le retour de la croissance, toujours 1 million de nos concitoyens qui resteront sur le bord de la route de l'emploi. Nous avons toujours dans ce pays 1 million de personnes en situation de handicap qui, elles aussi, sont sans emploi. Nous avons un taux de chômage des jeunes qui n'est pas descendu en dessous de 15% depuis 30 ans. Un quart des jeunes, pratiquement, est au chômage aujourd'hui. Bref, je ne vais pas vous égrener l'ensemble de ces problématiques, mais malgré l'inventivité et la puissance de nos politiques publiques, nous sommes en but avec ces problématiques. Or, vous en êtes l'exemple ici, des acteurs de la société civile, des collectivités, des associations, des entreprises de l'ESS, des entreprises qui s'engagent, trouvent au quotidien des solutions pour faire cette politique du dernier kilomètre, pour parvenir là à résoudre des problèmes là où la puissance publique est en but. Et à chaque fois, et moi j'en viens, j'étais dirigeant associatif il y a encore quelques mois, et à chaque fois on se dit, mais bon sang, pourquoi ces innovations, cette capacité à répondre à la problématique de nos concitoyens, nous ne parvenons pas à l'essaimer, nous ne parvenons pas à la faire changer d'échelle? Eh bien, c'est toute l'ambition
du French Impact, de mieux identifier les innovations locales, sociales locales, pour en faire des solutions nationales. Et pour ce faire, pour la première fois, on va attaquer le problème sur l'ensemble de ces angles. Premièrement, sur l'angle financier, avec 2 étapes clés que vous connaissez quand vous dirigez une association, c'est l'amorçage. J'ai une idée comment j'en fais une association, une entreprise qui a une certaine robustesse. Et 2, mon modèle est robuste, j'ai démontré mon impact et je voudrais s'aimer. Et là, le changement d'échelle est aussi une étape compliquée. Et donc, nous allons mobiliser sur la durée du quinquennat 1 milliard d'euros pour se concentrer sur ces 2 étapes clés du développement de ceux qui innovent, des acteurs de l'innovation. Deuxième enjeu, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, mais ce n'est pas que cela. Souvent, quand on innove, et c'est même quelque part une tautologie de le dire, quand on innove, forcément, on vient bouger des lignes, on rentre pas, on essaye, on est enfermé dans des cases, on a des plafonds de verre, et on passe souvent autant de temps à essayer de lever de l'argent qu'à trouver le chemin réglementaire pour innover. Et bien souvent, et moi, encore une fois, de mon expérience de dirigeant associatif, je l'ai vécu, on tord nos innovations, on essaye parfois de les pervertir même, pour qu'elles rentrent dans les politiques publiques ou dans les cases ou les couleurs réglementaires. Eh bien, dans le French Impact, nous allons faire l'inverse. C'est-à-dire nous allons mettre la réglementation, la norme au service de ceux qui innovent en créant un réseau de hackers publics. Ce sont des fonctionnaires que nous allons profiler, recruter, qui seront logés dans les ministères quand il s'agit de normes au niveau national, que nous allons loger dans les préfectures pour travailler au plus près du terrain avec l'ensemble des collectivités et l'ensemble des acteurs du terrain. Et petit à petit, nous allons déployer ce réseau donc de hackers publics qui seront chargés de créer un cordon sanitaire réglementaire autour de ceux qui innovent et de faire en sorte que la difficulté à faire bouger la norme ou la règle ne soit plus ceux qui innovent qui le portent, mais au contraire que ce soit l'administration, les collectivités qui adaptent la norme à l'innovation. Donc la finance, 2, la réglementation, 3, la mesure de l'impact. Nous allons lancer un fonds de promotion de mesure de l'impact parce que c'est un sujet, on en parle beaucoup, tout le monde parle d'impact social et environnemental, on est encore un peu loin en termes de données, en termes de méthodologie. Donc nous allons promouvoir cette mesure, cette évaluation de l'impact. Et puis, quatrième volet de cet accélérateur French Impact, ce sont les territoires. Puisque tout ce que nous avons vu aujourd'hui ici, les innovations, l'innovation sociale, l'économie sociale et solidaire, c'est l'économie de la proximité. C'est dans les territoires que cette économie se développe, qu'elle existe. Et donc, non seulement nous allons développer des politiques qui accélèrent la création d'entreprises innovantes, qui accélèrent le développement de ces entreprises, mais aussi qui fait en sorte que l'écosystème de l'innovation sociale monte aussi en gamme. Et donc, le 2 juillet prochain, nous allons lancer un appel au territoire pour faire en sorte que, progressivement, nous puissions labelliser les territoires d'innovation dans ce pays. J'étais, il y a 2 jours, à Marseille, rencontrer des entreprises engagées, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des financeurs, des collectivités qui se disent, nous, on est prêts sur notre territoire à créer la dynamique, à faire en sorte que nous soyons un territoire demain French Impact, avec une philosophie assez simple, c'est d'abord d'être sur des niveaux territoriaux, non pas administratifs, mais qui font sens pour les acteurs de l'innovation. Donc nous nous adapterons à ce que les territoires nous disent en matière de périmètre. Et 2, nous allons demander à ces territoires de se doter de 3 défis, c'est-à-dire pas une kyrielle de priorités dont on connaît tous les terminologies, la réussite éducative, le mieux vieillir, etc. Non, on va demander à ces territoires de se donner 3 défis. Territoire zéro chômeur pourrait être un défi, territoire zéro décrocheur scolaire pourrait être un autre défi, pour que nous mettions en tension tout le territoire, toutes les énergies de territoire pour résoudre durablement des problématiques des territoires que nous allons labelliser. Et donc c'est un changement, vous le voyez, de paradigme complet de nos politiques publiques en matière d'innovation. Nous ne sommes qu'au début. Et ce que je voudrais vous dire pour conclure, parce que je crois que j'arrive au terme du temps qui m'est imparti, vous dire d'abord que je suis évidemment ravi d'être ici et de vous adresser ce message, mais vous dire surtout que cette bannière, ce French Impact, c'est vous qui allez le designer, c'est vous qui allez le construire, c'est vous qui allez créer la dynamique. Et donc, c'est pas du tout un modèle fermé, c'est un modèle extrêmement ouvert, d'open innovation. Et donc, moi, je vous invite, et je pense qu'ici, il y a de l'intelligence, de la volonté, de la mobilisation, de l'engagement. Je vous invite toutes et tous à rejoindre cette initiative pour en faire vraiment une ambition nationale, à la fois dans notre pays, mais aussi à l'Europe et à l'international. Je vous remercie. Merci, monsieur le haut-commissaire. Et donc, pour vous présenter cette première frange d'acteurs de
l'inclusion numérique et l'inclusion socio-économique de ces acteurs éloignés du numérique. J'ai donc le plaisir d'accueillir et de vous faire découvrir les lauréats de cette édition 2018 du French Impact. Je les invite donc à me rejoindre sur scène. À commencer par Grégoire Ducruet de la Croix-Rouge, Jean Dédier d'Emmaüs Connect, et Nora Hamon de Bibliothèques Sans Frontières, et Frédéric Bardot de Simplon. Je vous demande de les accueillir. Voilà, en fait, on se met un petit peu en scène, mais d'abord, on s'est déjà vu en coulisses et on se connaît très très bien. Donc, en tout cas, moi, je suis ravi d'abord de vous revoir une semaine après cette soirée. C'était une belle émotion et surtout, vous portez une initiative formidable. Donc, je vous propose un peu de nous en dire plus et surtout de nous dire ce que le French Impact va vous apporter dans cette dynamique. Merci, bonjour. Le French Impact, il ne faut pas dire French Impact, hein, c'est French Impact. C'est quelque chose qui est très important quand on est une association qui vise à se déployer ces programmes dans tous les territoires, parce que ça passe par beaucoup de coordination, par beaucoup de partenariats. Et donc le cœur du sujet, évidemment, c'est l'inclusion numérique. Et cette inclusion numérique, elle va être accélérée, ou elle est déjà accélérée par une plateforme de e-learning et collaborative qui vise à mettre en capacité toute personne en autonomie sur le numérique qui souhaite aider quelqu'un qui a besoin d'aide sur le numérique et d'y trouver un recueil d'informations et un terrain d'entraînement pour pouvoir aider un proche, un bénéficiaire dans le cadre d'une association. Voilà, donc c'est une application qui est déployée depuis quelques mois dans des territoires comme le Morbihan, les Pyrénées-Atlantiques et l'Île-de-France. Et l'idée, mais c'est l'idée de base de We Take Care, c'était de mettre en capacité non seulement des aidants, mais aussi des associations, et non pas des moindres, les mettre en capacité de porter eux-mêmes leurs propres projets, tout simplement parce que chaque association a son expertise auprès des publics qu'elle accompagne. Et là, vous avez une belle brochette de partenaires qui sont très complémentaires, voilà, qui, au-delà d'une relation amicale, portent des combats auprès de publics qui sont très différents, qui peuvent être des personnes handicapées, qui peuvent être des personnes âgées, qui peuvent être des choses plus proches de la citoyenneté. Et puis il y a même un partenaire technologique, parce que derrière cette application, il y a du développement et il faut qu'il soit bien fait. Voilà, donc on est extrêmement fiers d'avoir été lauréat et surtout de réunir ce consortium qui va nous donner, avec les forces de chacun, une capacité de rayonner partout en France. Voilà. Et peut-être, Grégoire, tu peux en dire un mot pour ce qui concerne la Croix-Rouge en particulier. On fait les pas de son. Ça marche, voilà. Le haut-commissaire a dû nous quitter et on tenait vraiment à le remercier. Donc ce projet qui est lauréat du French Impact, c'est une aide qui est donnée aujourd'hui par le gouvernement d'accéder à cet accélérateur d'innovation sociale pour accéder à la fois à un cofinancement qui permet de développer tout le projet qui est celui de développement de la plateforme des bons clics nous concernant pour que ce devienne un dispositif national. Et deuxièmement, une ingénierie qui permet de rendre ce projet possible en travaillant davantage avec les services publics, en rendant justement les contenus qui sont traités par les services publics beaucoup plus accessibles. Je pense que le plus simple pour parler des bons clics, c'est peut-être de lancer la vidéo de présentation.
Bien, bah écoutez, et je vous propose d'ouvrir cette première table ronde avec donc les acteurs ici présents, en repartant peut-être de ce qu'est tout simplement la fracture numérique. Pourquoi une réponse d'inclusion numérique s'il n'y avait pas ce problème de la fracture? Et ma première question porterait tout simplement sur les publics en fait, du champ social qui nous intéresse aujourd'hui. Ces publics, quels sont-ils? Quels sont les enjeux pour eux d'acceptabilité du numérique? Quels sont les enjeux d'acculturation au numérique et de formation sur le numérique? Quels sont, selon vous, Jean Dédier, donc directeur général d'Emmaüs Connect, quels sont, selon vous, les principaux enjeux pour vos publics, pour qu'ils puissent véritablement s'approprier le numérique? Le sujet tourne autour de... s'est accéléré avec la dématérialisation des services publics et notamment tout ce qui touche l'accès aux droits. Et les études qui ont été menées par l'Agence du numérique et le secrétariat d'État au numérique démontrent qu'aujourd'hui, il y a 13 millions de Français qui sont en difficulté au quotidien dans leurs usages numériques, qui sont aujourd'hui obligés. Alors ces publics, qui sont-ils? D'abord, ce qui les distingue, c'est une très grande variété de publics. Alors, les premières personnes auxquelles on pense sont évidemment les personnes âgées, mais qui sont loin d'être les seules. Vous avez ensuite un public qui est en précarité dans son insertion socio-professionnelle, voilà, qui représente aussi une grande partie des Français qui, le plus souvent, sont en difficulté sur le numérique. Et puis après, vous avez tout ce qui touche à la grande exclusion et le monde du handicap. Alors ensuite, il y a dans la mosaïque finalement des besoins et des publics, il faut bien comprendre que l'éloignement au numérique n'est pas du tout uniforme. Donc vous avez des gens qui sont en fait quasiment autonomes, mais pour lesquels un certain nombre de transactions ou d'interactions qui sont opérées notamment avec des acteurs comme Pôle emploi ou la CAF, qui pèsent évidemment, dont les allocations pèsent très lourd sur les revenus, le fait de la perte du contact physique par la fermeture des guichets fait que voilà, il y a une sorte de stress ou d'angoisse quelque part à mal compléter une téléprocédure et de perdre son accès au droit ou alors d'avoir des délais extrêmement longs pour pouvoir toucher leur allocation financière. Donc là, la mécanique, c'est une mécanique de coup de pouce. Voilà, donc c'est de la réassurance et de la compréhension d'une téléprocédure. Et là, c'est quasiment du travail, c'est de la pédagogie de pas à pas pour bien comprendre le dispositif. Et puis, il faut aussi redonner la valeur et le sens du service qui se cache derrière une téléprocédure. Et si je comprends bien, Emmaüs Connect travaille à la fois sur la fracture numérique primaire, c'est-à-dire celle d'accès à l'équipement, et également sur la fracture numérique secondaire, celle qu'on appelle la fracture numérique secondaire, celle qui repose sur l'appropriation des usages. C'est bien cela? Donc là, pardon, oui, j'étais sur les usages. J'ai juste terminé rapidement le propos. Ensuite, vous avez une grande partie du public, et ce sont les plus nombreux, auxquels il manque des compétences numériques de base. Donc là, le sujet, c'est de la formation ou de la préqualification. C'est des parcours de 20 à 30 heures pour rendre les gens autonomes. Et de plus en plus, cette formation, elle prend son sens quand elle est contextualisée. C'est-à-dire, je dois être autonome sur le numérique dans ma recherche d'emploi. Je dois être autonome sur le numérique dans ma recherche d'un logement. Je dois être autonome sur le numérique dans ma relation avec mon acteur social de référence. Voilà, donc là, on est vraiment sur des compétences numériques de base. Et au sommet de cette formation, il y a un contexte et des usages qui touchent une personne en particulier. Et puis, enfin, il y a les publics qui sont les exclus du numérique, c'est-à-dire sur les publics dont on sait que ça va prendre soit très très longtemps, soit malheureusement, ils n'ont peu ou pas de chance d'arriver à l'autonomie. Et là, le sujet, c'est de l'assistance et c'est de la mise en lien de ces publics avec l'action sociale au sens large, qui va faire avec la personne et parfois à la place de la personne, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, pose un certain nombre de problèmes à partir du moment où on est en main de données aussi clés que des données financières, donc une information sur les comptes bancaires par exemple, et que vous êtes en possession de l'adresse mail de la personne. On voit que ces dispositifs de faire avec ou à la place d'eux sont très problématiques et nécessitent pour toute association qui s'engage un certain nombre de prérequis fondamentaux. Voilà. Alors ensuite, il y a, au-delà même de la capacité sur les usages, il y a la problématique de l'accès qui a été un peu étouffée ou mise sous silence au regard de cette urgence sur les usages, mais qui reste une réalité. Les quelques dizaines d'euros qu'il faut tous les mois pour avoir un smartphone, une box, en tout cas un accès suffisant en volume pour pouvoir avoir des interactions notamment sur Internet, mais aussi téléphoniques, pèse sur les foyers des publics les plus fragiles d'un point de vue budgétaire. Et c'est un enjeu et on travaille. Donc depuis, c'est même l'origine d'Emmaüs Connect, c'était de fournir des équipements, de la connexion, des recharges Internet et téléphonie, et des équipements à des publics malheureusement qui ont
pas d'accès ou un mauvais accès. Et très souvent, d'ailleurs, on voit chez les jeunes qui peuvent présenter un beau téléphone, mais en fait, leur capacité de connexion est extrêmement faible. Et du coup, le numérique, c'est comme toute pratique. Si on n'a pas les capacités d'usage de manière très régulière, ben on est fragile dans ces usages. Et alors Grégoire, sur cette fameuse plateforme Les Bons Clics là, qui a été présentée du coup à l'ensemble du public, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu concrètement quel usage la Croix-Rouge va faire de cette plateforme? Comment les professionnels de la Croix-Rouge sont même engagés du coup aujourd'hui dans cette activité d'inclusion numérique? Et du coup, votre place plus générale dans le projet French Impact du coup? Alors, comme le disait Jean, en effet, on est un collectif d'associations. On est 7 associations et s'est réunis pour aujourd'hui développer cette solution. Pourquoi est-ce qu'on s'est réunis ensemble? Parce que déjà, on est tous persuadés que le numérique n'est pas une fin, c'est un moyen. Et c'est un moyen justement pour aller vers l'inclusion sociale. Très simplement, comment doit fonctionner, comment on va essayer de faire développer cette plateforme, la rendre accessible à tous, c'est-à-dire à tous les aidants, tous les gens qui ont un minimum d'autonomie numérique pour qu'ils puissent accompagner des personnes vers cette autonomie numérique à leur tour. Donc ça va être aussi bien en fait des salariés qui vont travailler dans des établissements comme les EHPAD, des pôles autour du handicap ou même de la protection de l'enfance, mais également ça peut être des bénévoles ou toute personne qui souhaite le faire. Dans ce projet, la Croix-Rouge française souhaite apporter une expertise sur le fond, sur une connaissance des publics qui peuvent être éloignés, d'une part par la connaissance des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, pour essayer d'adapter les contenus qui seront présents sur la plateforme à ces deux types de populations. Un autre point qui nous semblait très important, c'est d'impliquer l'ensemble de notre réseau bénévole dans le déploiement de cette solution, en essayant de faire en sorte que ce soit une exemplarité pour pouvoir aider d'autres associations à leur tour à utiliser cette plateforme, qui est une plateforme qui serait gratuite, qui protège les données des bénéficiaires et qu'on puisse venir à bout justement de cette fracture qui touche 13 millions de personnes en France. Peut-être juste un mot pour compléter, parce que Grégoire il est modeste, mais la force aussi de la Croix-Rouge, c'est le nombre d'établissements et le volume. C'est-à-dire que notre sujet, c'est d'avoir une couverture thématique, mais aussi nationale. Et la force énorme dans le collectif de la Croix-Rouge, tu connais les chiffres avec moi, mais c'est combien d'établissements et combien de bénévoles? Nos 650 établissements dans lesquels travaillent 18 000 salariés et nos 1000 unités locales sur le territoire qui regroupent 60 000 bénévoles. Voilà, c'est pour ça qu'on est ravis que la Croix-Rouge fasse partie du consortium ou du collectif. Effectivement, c'est un acteur absolument un acteur d'impact majeur sur cette thématique de l'action sociale et du numérique. Et donc je me tourne vers Enora du coup. Pour revenir à cette question de l'inclusion numérique et de la culture, donc la mission historique de Bibliothèques sans frontières, c'est bien cette question de l'accès à la culture. Et évidemment, le numérique, dans ce contexte, est devenu un vecteur absolument fondamental d'accès à cette culture, que ce soit des contenus multimédia ou des nouveaux contenus culturels produits par le numérique. Et du coup, quelle est aujourd'hui la transformation ou la réinvention du modèle de Bibliothèques sans frontières à la lumière de cette mission de l'inclusion numérique? Alors, je ne sais pas si ça va tenir. Peut-être un petit mot sur Bibliothèques sans frontières avant de rentrer dans le dur du sujet. Bibliothèques sans frontières, c'est une association française qui a été créée il y a 11 ans maintenant par l'historien Patrick Veil et par Jérémy Lachal, son directeur actuel aussi. Et le mandat de Bibliothèques sans frontières, c'est de participer à la réduction des vulnérabilités ou des inégalités sociales des populations par un accès de qualité à la culture, à l'information et à l'éducation. Alors aujourd'hui, on intervient dans de nombreux pays, mais c'est plutôt de la France qu'il s'agit aujourd'hui. Et très concrètement, nous en France, on travaille avec des bibliothécaires, comme notre nom l'indique, pour les aider, les accompagner à toucher des nouveaux publics, ceux qui sont les plus éloignés de la culture, des institutions culturelles, et qui sont souvent aussi ces personnes qui sont les plus éloignées à la fois de l'outil numérique, mais aussi de ses usages. Et Bibliothèques sans frontières, en 2014, a créé un programme, une grande communauté qui s'appelle les Voyageurs du numérique. Au départ, c'était plutôt pour... alors nous, on disait, notre petit slogan, c'était passer de consommateurs à acteurs du numérique, en donnant des billes à des bénévoles, à des bibliothécaires, à des gens qui avaient envie de s'engager avec notre communauté pour décrypter ce qui se passait derrière les écrans, c'est-à-dire mieux comprendre comment se passe la programmation d'un site internet, etc., pour mieux comprendre.
Très vite, en discutant avec les bibliothécaires, on s'est rendu compte que ça suffisait pas et qu'ils étaient souvent sollicités pour autre chose, à savoir notamment un accompagnement pour les démarches administratives en ligne. Et les partenaires que l'on avait formés à l'utilisation de nos outils, qui sont sur notre plateforme, aussi gratuite, en fait, nous ont dit ça suffit pas, on nous sollicite pour des cours d'ordinateur, la création d'une adresse mail, la récupération de son mot de passe, etc. Et en fait, on a décidé de s'associer. En fait, on s'est dit déjà, le chantier tout seul, Bibliothèques sans frontières, on n'y arrivera pas. Et en même temps, c'est plutôt pas mal, puisqu'il y a des acteurs qui font déjà des choses incroyables, et on a plutôt intérêt à s'associer pour mener le combat ensemble, plutôt que de rester chacun dans notre coin à continuer à développer nos plateformes. Et finalement, le métier d'un bibliothécaire, c'est de donner accès à la culture, de choisir le bon livre, de donner les bonnes informations pour que le lecteur puisse trouver le bon livre. Et finalement, la littératie numérique, c'est aussi ça, donner la bonne information pour s'orienter sur Internet, décrypter la bonne info, aller chercher le site qui nous intéresse, qui soit de qualité, qui soit fiable, etc. Et donc c'est sur cet angle-là, un peu de citoyenneté numérique, que BSF a décidé de participer avec joie à cette coalition. Et finalement, on passe de consommateurs, acteurs, à maintenant quasiment citoyens du numérique. Et je pense que c'est tout l'objectif de notre coalition. Et puis on voit effectivement l'importance fondamentale d'avoir à la fois le médico-social engagé, d'avoir des points d'accueil qui sont ceux de médiation, qui sont ceux d'Emmaüs Connect et de votre réseau d'acteurs partout sur le territoire, et également que les lieux de savoir, qui sont les bibliothèques, soient aux avant-postes de cette politique qui traverse finalement tous les champs sociaux d'accueil. Ce qui est vraiment très intéressant avec ce que fait BSF, c'est qu'il nous donne les dimensions potentielles de cette fracture numérique. C'est-à-dire on a tout de suite pensé accès au droit, puis on voit que pour accès et maintien dans l'emploi, cette compétence numérique, elle est déterminante. Et puis si on va un peu plus loin, on voit que tout citoyen, quelque part, est aujourd'hui exposé dans sa vie de tous les jours, dans son interaction dans les réseaux sociaux, voilà, dans sa relation parent-enfant, dans la découverte du numérique. Et l'angle d'attaque, la fracture numérique de BSF, voilà, vient compléter, on va dire, de manière extrêmement importante ce sujet-là, et nous ouvre encore vers d'autres sujets de la fracture numérique. Demain, de la même façon que le smartphone est arrivé chez nous, il y a des technologies avancées qui vont arriver, comme l'intelligence artificielle ou le big data, qui vont transformer notre société encore de manière extrêmement forte, et qu'on a besoin, on est tous en fragilité numérique, et que l'information citoyenne sur comment la technologie fait évoluer notre société, voilà, nous touche tous, et voilà, c'est un sujet qui dépasse très largement la précarité ou le handicap classique sur lequel on a l'habitude de travailler, mais que c'est tous les Français en fait qu'il faut connecter de manière intelligente à cette nouvelle technologie. Frédéric nous en parlera très bien. Ce qui est important, il y a une vraie opportunité avec le numérique, et c'est celle qu'on essaye de saisir. Simplon le fait d'une manière remarquable aujourd'hui en donnant du travail à des personnes éloignées de l'emploi. Mais en même temps, c'est une responsabilité. C'est-à-dire que le numérique, c'est pas un tout permis. C'est aussi une manière de l'appréhender. Ça peut devenir une menace. Aujourd'hui, quand on voit qu'il y a 12% des jeunes en France qui souffrent d'addiction aux jeux vidéo et ça a des conséquences sévères sur leur comportement, on a aussi une responsabilité d'apprendre aujourd'hui à se saisir du numérique avec vraiment beaucoup de responsabilités, surtout pour les jeunes. Frédéric, vous êtes, avec la Fondation de Simplon, quelque part, l'un des pionniers en France de l'inclusion numérique dans le monde économique, puisque vous avez fait avec Simplon un acteur qui, par l'acquisition de compétences sur les métiers numériques, permet aux personnes les plus éloignées de l'emploi initialement de se réinventer une deuxième vie professionnelle, voire même tout simplement de se réinventer sa propre trajectoire professionnelle. Et du coup, dans ce contexte, par rapport à la mission historique qui est celle de Simplon, comment est-ce que vous voyez votre complémentarité, à vous, Simplon, dans l'écosystème d'acteurs ici du French Impact ? Oui, merci. Excusez ma voix qui sort de la fête de la musique et qui est un petit peu rocailleuse. Effectivement, le métier de Simplon, c'est former des demandeurs d'emploi au métier du numérique, mais Simplon, c'est pas suffisamment inclusif pour s'adresser au public dont on parle ici, puisque les publics, ils ont des difficultés à se connecter et à utiliser Internet. Donc nous, on était très très frustrés d'être dans l'inclusion numérique, mais d'être dans l'inclusion numérique un petit peu de luxe. Et donc en fait, on a essayé de faire plein d'incursions pour essayer de descendre les prérequis et d'aller chercher des gens qui sont éloignés de l'emploi, mais aussi éloignés un maximum du numérique. Et là, c'est une occasion parfaite de collaborer avec des gens qui connaissent ces publics-là
qui vont nous aider, et on va les aider à faire la première marche numérique. Et moi, mon rêve, c'est qu'il y ait des gens qui sont fracturés du numérique, qui découvrent le numérique avec les bons clics, qui découvrent les métiers du numérique et qui finissent chez Simplon et qui deviennent des développeurs et qui fassent des startups sociales de Tech for Good, c'est-à-dire la chaîne de valeur absolue. Donc toutes les écoles Simplon seront à la disposition de la plateforme Les Bons Clics pour pouvoir former des formateurs. Toutes les écoles Simplon hébergeront cette belle coalition dont je le dis ici parce que c'est vrai que ça paraît pas évident, mais ce qui est révolutionnaire dans ce consortium, c'est le consortium. C'est le fait qu'ici, il y ait plein d'orgas qui travaillent sur les mêmes choses, mais qui ne travaillaient pas forcément ensemble. Et ce qui est pionnier dans le French Impact et dans le fait qu'on soit lauréat, c'est que c'est un consortium d'acteurs très complémentaires qui ont dit on a nos marques, on a nos égos, on a nos publics, on a nos territoires, on met tout ça dans le pot commun, parce que ce qu'il y a en face de nous, c'est plus fort que la somme individuelle de ce qu'on fait. Et ça, c'est super. Et la dernière chose sur laquelle on est super content de contribuer, c'est que le métier de Simplon, c'est former des développeurs. Et il se trouve que pour développer des plateformes numériques, il faut des développeurs. Donc là, la boucle est vraiment bouclée. Des demandeurs d'emploi formés à Simplon qui deviennent développeurs vont être embauchés pour travailler sur la plateforme Les Bons Clics. Donc là, j'ai envie de dire, la boucle est bouclée. Ouais, puis vous avez engagé, Frédéric, si je ne dis pas de bêtises, aussi une opération de formation à l'accessibilité numérique de certains de vos développeurs, de manière à ce que tous les contenus qui sont développés, que ce soit pour Emmaüs Connect ou pour d'autres acteurs, des contenus qui permettent précisément de rendre le contenu accessible, puissent être utilisés par des personnes en situation de handicap via des aides techniques, quelles qu'elles soient, sur l'ordinateur. Oui, complètement. Tu as raison, le diable est dans les détails. On peut faire plein de numérique, mais même si les gens accèdent au numérique parce qu'ils ont un accès au numérique et qu'ils sont formés pour les usages, si le numérique n'est pas conçu pour être accessible à tous les types de publics, il y a le handicap, mais il y a les seniors, il y a plein de gens qui sont en difficulté d'accès. Et effectivement, les développeurs qu'on forme sont formés éthiquement à intégrer l'accessibilité, là aussi l'accès aux données personnelles, la privacy ou les vies privées. On forme des codeurs qui ont une conscience et qui vont faire des produits numériques qui sont accessibles au maximum. Et en plus, c'était la promesse du web dans l'esprit de son fondateur, hein, qui soit universellement accessible à tous, sur tous les supports. Et c'est ça qu'on va essayer de mettre à disposition du consortium. C'est là qu'on a finalement toute la chaîne de l'inclusion numérique avec la conception, les lieux de médiation historiques, que sont quand même les lieux de savoir, des lieux supplémentaires à ces lieux de médiation qui viennent servir les publics les plus fragiles, et puis évidemment le médico-social qui sert en exclusivité, bien sûr, des publics particulièrement fragilisés. Il manque un partenaire, donc on va le citer, qui sont les régies de quartier. Donc Tarek Daher ne peut pas être là aujourd'hui. Et la particularité des régies de quartier, c'est qu'elles opèrent dans les quartiers politiques de la ville, dans des mécanismes d'insertion et des services d'hyper-proximité. Et l'inclusion numérique, c'est un sujet d'hyper-proximité. Si ça peut se faire en bas de l'immeuble, c'est encore mieux. L'orientation ou le déplacement des publics fragiles reste un sujet très compliqué. Et notre ambition commune, c'est d'être, avec nos réseaux, au plus proche des publics. Et c'est pour ça que la participation des régies de quartier à notre consortium a été très importante. Et alors, quelques mots sur ces régies de quartier, comment est-ce qu'eux vont s'articuler dans le projet plus précisément ? Alors, je laisserai à Tarek le soin d'expliquer ça, mais en quelques mots, c'est que donc ils produisent des services d'hyper-proximité, donc à l'échelle d'un quartier, donc d'un QPV, et l'idée, c'est de produire des ateliers d'inclusion numérique comme ça, en bas de l'immeuble, dans le cas des infrastructures qu'ils ont, puisqu'ils ont des lieux dans ces territoires-là, et c'est leurs salariés en insertion qui, notamment, vont proposer des services d'accompagnement à leurs concitoyens d'hyper-proximité. C'est la logistique de l'inclusion numérique du dernier kilomètre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la force de ce collectif, c'est la compréhension des besoins sociaux de chacun des réseaux, en fait. Et ce qui est important avec Tarek et le Comité national des régies de quartier, c'est qu'ils sont implantés dans des centaines de quartiers prioritaires de la ville. Ils connaissent très bien les problématiques, ils connaissent très bien les publics. Et on y revient, le social est la fin de ce projet et le numérique un moyen. Un petit mot sur la question de la médiation numérique. C'est vrai que c'est de la médiation tout court, en fait. C'est ça qui est très important. On a la connaissance de nos publics et chacun, on va pouvoir adapter les contenus qui sont créés, qui sont existants, qui vont être créés ensuite au public qui va être, qui sera nos bénéficiaires. Et c'est ça qui est quand même super intéressant aussi dans cette plateforme. On parlait de public pas desservi. Nous, on travaille aussi avec des demandeurs d'asile, par exemple. Et aujourd'hui, tous les sites sont en français. Donc, il y a aussi cette question-là de pouvoir rendre plus accessibles des sites de démarches administratives à des personnes allophones. Donc voilà, on s'adapte à tous les publics.
Et pour finir, peut-être tout simplement, si vous aviez un vœu pour les 5 années de votre action en commun, un rêve qui fait partie de votre programme d'action en commun, comment est-ce que vous définiriez chacun d'entre vous? Moi, je trouve que Frédéric a donné un rêve qui doit devenir une réalité. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans une situation fragile, qui, grâce à des ateliers numériques qui est une magnifique matière dans un parcours d'insertion socio-professionnelle, voilà, qui cheminent et qui finissent codeurs et qui deviennent des professionnels d'un service. Ce serait un aboutissement merveilleux. On en parle depuis très longtemps. On a l'occasion maintenant de le mettre à l'épreuve. Voilà, je crois que c'est le plus beau rêve. Et puis après, le rêve, c'est que la relation est magnifique. Voilà, et cette coordination, cette cartographie, ben voilà, elle perdure. Et peut-être qu'elle s'ouvre demain à d'autres acteurs qui viennent rejoindre ce collectif. Voilà, il y a 13 millions de personnes accompagnées. Voilà, on a intérêt à être accueillant si on veut réussir. Et pour le mot de la fin, peut-être, je pense que ce qu'on espère tous dans ce collectif, finalement, au-delà du numérique, c'est que ça inspire d'autres acteurs en fait, d'agir en collectif, parce qu'ensemble, on est plus fort, on apporte des solutions qui ont davantage d'impact, et en fait, c'est ce qu'on veut tous, et c'est faisable, on le fait aujourd'hui, donc on espère vraiment que ça inspire d'autres acteurs. Bien, bah écoutez, je vous remercie infiniment, merci de votre présence aujourd'hui. Je crois qu'on peut les applaudir, c'est le début d'une belle aventure.